Le salon de ses parents sentait le sapin et la cire d'abeille. Camille tenait la main de Lucas, son fils de 10 ans, et elle aurait voulu disparaître. Elle n'aurait jamais dû venir, pas ce soir, pas pour le réveillon du Nouvel An. Lucas avait insisté avec cette candeur terrible des enfants qui croient encore aux familles heureuses. Sa mère Françoise traversa la pièce sans la regarder en portant un plateau de verrine. Elle avait ce sourire pincé qu'elle réservait aux invités importants, pas à sa fille. Michel, son père, lisait le journal dans son fauteuil en cuir, les lunettes au bout du nez. Il n'avait pas levé les yeux quand elles étaient entrées. Mathieu, son frère cadet de 28 ans, était affalé sur le canapé avec le téléphone à la main. Il avait ricané en les voyant. « Tu as encore maigri, Camille. Tu ne manges pas assez ?» lança Françoise sans attendre de réponse. « Et cet enfant, regarde-moi cette coupe de cheveux. On dirait un sauvage. » Lucas baissa les yeux et Camille serra sa main plus fort sans répondre. Elle avait appris avec les années que répondre ne servait à rien. Les mots de sa mère glissaient sur elle comme de la pluie acide, mais ils marquaient quand même. Le dîner fut une succession de piques et de silences. Françoise critiquait tout. Le travail de Camille à l'hôpital, son appartement trop petit, son célibat qui durait. « À ton âge, tu devrais avoir refait ta vie. Mais qui voudrait d'une femme avec un enfant ?» Michel approuvait d'un grognement sans lever les yeux de son assiette, pendant que Mathieu souriait, amusé et complice de cette cruauté ordinaire. Lucas mangeait en silence avec les épaules rentrées. Camille voyait bien qu'il avait envie de pleurer. Elle aurait voulu le prendre dans ses bras, partir et claquer la porte. Mais elle restait par lâcheté peut-être, ou par cet espoir stupide que quelque chose changerait, que sa mère la regarderait enfin avec tendresse, que son père dirait un mot gentil et que Mathieu cesserait de la mépriser. Puis ce fut l'accident. Lucas voulut attraper la carafe d'eau et son geste fut maladroit. Le verre se renversa et l'eau se répandit sur la nappe blanche. Françoise se leva d'un bond avec le visage cramoisi. « Espèce de petit imbécile! Tu ne peux pas faire attention ? Maman, ce n'est rien, je vais nettoyer, » murmura Camille en se levant précipitamment. « Ce n'est rien, ce n'est rien. Regarde ce que ton fils a fait. Il est mal élevé comme toi. Vous n'avez aucune tenue. » Lucas tremblait et Camille vit les larmes monter dans ses yeux tandis qu'elle s'approchait de sa mère pour tenter de calmer la situation. Françoise ne se calmait pourtant pas. Elle attrapa une assiette sur la table et la souleva. Puis, dans un geste de rage pure, elle la lança. L'assiette frôla la tempe de Lucas avant d'aller se briser contre le mur dans un fracas terrible. Des éclats de porcelaine blanche volèrent dans toutes les directions et Lucas poussa un cri étouffé pendant que Camille se figeait avec le souffle coupé. Le silence qui suivit fut épais et suffocant. Personne ne bougeait. Michel regardait par la fenêtre comme si rien ne s'était passé, pendant que Mathieu se levait lentement, avec un sourire cruel aux lèvres. « Cassez-vous et ne remettez plus les pieds ici !» hurla-t-il en pointant la porte du doigt. Michel tourna enfin la tête vers Camille, avec un regard froid et méprisant, comme si elle était responsable de tout, comme si elle avait toujours été le problème. Françoise s'était rassise avec les bras croisés et le menton haut. Camille prit Lucas dans ses bras. Il tremblait de tout son corps. Elle aurait pu supplier, elle aurait pu pleurer et s'excuser, ramper pour obtenir un pardon qui ne viendrait jamais. Mais quelque chose venait de se briser en elle, plus définitivement que l'assiette contre le mur. Elle regarda sa mère, puis son père, puis son frère, et elle prit une longue inspiration avant de sortir son téléphone de sa poche. « Alors ça ne vous dérangera pas si je fais ça ?» dit-elle d'une voix calme, presque douce. Françoise fronça les sourcils pendant que Michel se redressait légèrement dans son fauteuil. Mathieu ricana. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Camille ne répondit pas. Elle ouvrit une application et commença à taper. Lucas la regardait sans comprendre, avec les joues encore mouillées de larmes, tandis qu'elle écrivait vite, les doigts tremblants, mais précis. Elle écrivait tout, les années d'humiliation, les insultes, les comparaisons et le mépris. Elle écrivait l'assiette lancée sur son fils. Elle écrivait la vérité. Puis elle appuya sur « Publier ». « Bonne année !» murmura-t-elle en prenant Lucas par la main. Elle sortit dans le froid de la nuit. La porte claqua derrière elle pendant que Lucas se blottissait contre elle dans la voiture.
Elle démarra avec les mains tremblantes et le cœur battant à tout rompre, sans savoir où aller, ni ce qui allait se passer. Mais pour la première fois de sa vie, elle avait dit non. Camille resta immobile dans la voiture, avec les mains encore crispées sur le volant, pendant que Lucas dormait à l'arrière, épuisé par les larmes. Le moteur tournait au ralenti et la buée montait contre les vitres. Elle ne savait pas où aller. Son petit appartement de 2 pièces était glacial en hiver, et elle n'avait pas envie d'y retourner tout de suite, pas avec cette rage qui vibrait encore dans sa poitrine. Elle regarda son téléphone. L'écran s'illuminait sans cesse, et les notifications s'accumulaient par dizaines, puis par centaines. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle ouvrit l'application et vit que son message avait été partagé 300 fois en moins de 30 minutes. Les commentaires défilaient, interminables, et la plupart exprimaient du soutien, de la compassion et parfois de la colère contre sa famille. « Vous avez fait preuve d'un courage incroyable », écrivait une femme. « Bravo d'avoir osé dire la vérité », ajoutait une autre. « Mon père a fait la même chose, je vous comprends », témoignait un homme. Camille lisait ces mots avec un mélange de soulagement et de terreur, car elle réalisait qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Elle avait exposé sa famille devant des milliers d'inconnus, et il n'y aurait pas de marche arrière possible. Puis son téléphone sonna. Le nom de sa mère s'afficha sur l'écran. Elle hésita avec le doigt suspendu au-dessus de l'écran avant de répondre sans dire un mot. « Camille, qu'est-ce que tu as fait ?» hurla Françoise d'une voix stridente. « Enlève ce message immédiatement. Tu nous détruis. Les voisins ont déjà commencé à nous regarder bizarrement. Tu es une ingrate, une menteuse. » Camille resta silencieuse. Elle écoutait la voix de sa mère, cette voix qui l'avait terrorisée toute sa vie, et pour la première fois, elle lui parut pathétique. Françoise continua de crier, puis ce fut Michel qui prit le téléphone. « Camille, sois raisonnable. Retire ce message. On peut discuter, mais pas comme ça. Tu nous mets dans une position impossible. »« Une position impossible ?» murmura Camille d'une voix blanche. « Et moi, papa, quelle position j'étais dans quand maman a lancé une assiette sur Lucas ?» Il y eut un silence, puis Michel raccrocha. Camille regarda l'écran s'éteindre, et elle eut envie de vomir. Elle coupa son téléphone et posa le front contre le volant. Ses mains tremblaient, et elle ne savait plus si c'était de peur ou de colère. Elle démarra enfin et roula jusqu'à l'appartement de Nadia, sa collègue de l'hôpital. Nadia était une femme de 50 ans, divorcée, qui habitait un petit 2 pièces dans un quartier populaire. Camille l'appela depuis le parking et Nadia descendit immédiatement en robe de chambre avec les cheveux en bataille. « Mon Dieu, Camille, qu'est-ce qui s'est passé ?» Camille porta Lucas endormi dans ses bras, monta les escaliers et s'effondra sur le canapé de Nadia. Tout sortit d'un coup, l'assiette, les cris, le message publié et les appels furieux. Nadia l'écouta sans l'interrompre, puis elle lui prépara une tisane et installa Lucas dans son lit. « Tu restes ici le temps qu'il faudra », dit-elle simplement. Les jours qui suivirent furent étranges et épuisants. Camille continuait d'aller travailler, mais elle sentait les regards sur elle. Certains collègues la félicitaient discrètement et d'autres détournèrent les yeux. Une infirmière lui glissa « Vous avez fait ce qu'il fallait ». Un médecin, en revanche, lui lança « On ne lave pas son linge sale en public ». Camille ne répondit rien. Elle accomplissait ses tâches avec une efficacité mécanique, souriait aux patients, changeait les perfusions, prenait les températures, puis rentrait chez Nadia sans un mot. Lucas posait des questions qu'elle ne savait pas comment répondre. « Pourquoi on ne retourne pas chez mamie ?» demandait-il. « Pourquoi elle a fait ça ?» Camille lui expliquait doucement que parfois, les adultes se comportaient mal, même les grands-parents, et qu'ils n'étaient pas responsables. Elle voyait bien qu'il ne comprenait pas tout, mais il hochait la tête et se blottissait contre elle. Un soir, alors qu'elle consultait machinalement son téléphone, elle vit un message privé d'un certain Jean. Le nom ne lui disait rien pourtant, il travaillait à l'hôpital au service de kinésithérapie. Ils se croisaient parfois dans les couloirs et échangèrent des bonjours polis, rien de plus. Il écrivait « J'ai lu votre histoire. Je sais ce que c'est. Si vous avez besoin de parler, je suis là. » Ce message si simple et si dénué de jugement la bouleversa plus que tous les autres. Elle ne répondit pas immédiatement,
car elle ne savait pas quoi dire. Mais elle le relut plusieurs fois, et quelque chose se desserra dans sa poitrine. Le lendemain, elle le croisa dans la salle de pause. Il lui adressa un sourire discret, ne dit rien de son message, et ne posa aucune question. Il se contenta de lui tendre un café en ajoutant « Il est encore chaud ». Camille prit le gobelet, murmura un merci, et pour la première fois depuis des jours, elle se sentit un peu moins seule. Mais cette nuit-là, son téléphone sonna à 3 heures du matin. C'était Mathieu. Sa voix était différente, moins agressive et presque suppliante. « Camille, il faut que tu reviennes. Maman ne va pas bien. » Camille se redressa dans le canapé avec le cœur battant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a fait une crise de nerfs. Papa a appelé les pompiers. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Il y eut un long silence. « Camille, s'il te plaît, c'est de ta faute. » Elle raccrocha sans répondre, mais elle ne parvint plus à dormir. Camille ne retourna pas voir sa mère. Elle resta chez Nadia en portant le poids de la culpabilité comme un manteau de plomb, tandis que Lucas allait à l'école et faisait semblant que tout allait bien. Nadia ne posait pas de questions, mais Camille voyait bien qu'elle s'inquiétait. L'appartement était trop petit pour 3 personnes, et Lucas dormait sur le canapé chaque nuit, recroquevillé sous une couverture fine. Au travail, Camille évitait les conversations. Elle accomplissait ses tâches en silence, refusait les pauses café et rentrait directement après son service. Un matin pourtant, Jean l'attendait près des vestiaires. Il tenait 2 gobelets de café et lui en tendit un sans un mot. Camille hésita puis accepta. « Merci », murmura-t-elle. « Vous n'avez pas à me remercier. » Ils restèrent là quelques instants debout dans le couloir et Jean ne demanda rien. Il se contenta de boire son café en silence. Puis il dit simplement « Si vous avez besoin d'aide pour chercher un appartement, je connais quelqu'un qui loue. » Camille leva les yeux vers lui. Il avait un visage calme avec des yeux sombres qui ne jugeaient pas. Elle ne savait pas pourquoi cet homme qu'elle connaissait à peine lui offrait son aide, mais elle sentit quelque chose céder en elle. « Je ne sais pas si j'ai les moyens, » avoua-t-elle. « On peut toujours regarder. » Elle accepta, et le lendemain, Jean l'accompagna visiter un petit appartement dans un immeuble vieillot. Le propriétaire, un homme âgé, examina son dossier avec méfiance. Camille vit son regard s'attarder sur ses bulletins de salaire et sur sa situation de mère célibataire. Elle comprit avant même qu'il parle. « Je suis désolée, mais je cherche quelqu'un de plus stable. » Camille hocha la tête sans protester. Jean fronça les sourcils mais ne dit rien. Ils sortirent en silence, et dans la voiture, Camille laissa échapper un rire amer. « Plus stable, comme si j'avais le choix. » Jean démarra, puis il dit doucement « Vous allez trouver. Il faut juste du temps. » « Je n'ai pas de temps. Nadia ne peut pas nous héberger éternellement. » Et Lucas commence à poser des questions. Jean garda le silence un moment, puis il se gara devant un café et l'invita à entrer. Ils s'assirent près de la fenêtre, et pour la première fois Camille parla vraiment. Elle lui raconta son enfance, les humiliations constantes, le sentiment de n'avoir jamais été assez bien, et la peur qui ne la quittait jamais. Jean l'écoutait sans l'interrompre, et quand elle eut fini, il prit une longue inspiration. « Mon père me frappait, » dit-il simplement. « Ma mère regardait ailleurs. J'ai quitté la maison à 18 ans avec un sac à dos et 300 €. Je n'y suis jamais retournée. » Camille le regarda, surprise par cette confidence inattendue. Jean avait l'air si posé et si équilibré qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il portait aussi des cicatrices. « Comment vous avez fait ? » J'ai reconstruit. Lentement. Difficilement, mais j'ai reconstruit. Il y eut un silence, puis Jean ajouta « Vous avez fait ce qu'il fallait en partant. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Camille sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle avait pleuré assez ces derniers jours, et elle était fatiguée de pleurer. Elle voulait avancer, trouver une solution et offrir un toit à Lucas. Le soir même, elle reçut un appel de son frère Mathieu. Sa voix était tendue et agressive. « Maman est sortie de l'hôpital. Elle te réclame. Tu ne vas quand même pas la laisser comme ça ? Comment va-t-elle ? » demanda Camille malgré elle. « Comment tu crois qu'elle va ? Tu as détruit notre famille, Camille. Les voisins nous évitent. Papa ne sort plus de la maison et maman pleure tous les jours. Tout ça parce que tu as voulu jouer la victime. » Camille serra les dents et cette fois elle ne baissa pas les yeux. La victime. J'avais 10 ans quand elle m'a traité de ratée pour la première fois, Mathieu.
J'en avais 15 quand elle m'a dit que personne ne m'aimerait jamais. Et toi, tu étais là et tu riais avec elle. Alors ne viens pas me parler de victime. » Il y eut un silence choqué au bout du fil. « Tu exagères toujours tout, » finit-il par lâcher avant de raccrocher. Camille posa le téléphone et regarda par la fenêtre. Lucas jouait avec les jouets que Nadia avait trouvés dans un placard et il riait. Ce rire léger et innocent lui rappela pourquoi elle avait fait tout ça. Elle ne retournerait pas. Camille cherchait un appartement depuis 3 semaines et chaque refus la rongeait un peu plus. Son dossier était trop fragile. Salaire d'aide-soignante, mère célibataire et pas de garant solide. Les propriétaires la regardaient avec méfiance, puis déclinaient poliment. Lucas commençait à s'impatienter chez Nadia, et Camille voyait bien qu'il se sentait de trop. Jean continuait de l'aider discrètement. Il l'accompagnait aux visites quand il le pouvait, patientait dans la voiture pendant qu'elle montait les escaliers et l'écoutait ensuite sans juger. Un soir, alors qu'il prenait un café après une énième visite infructueuse, il lui proposa quelque chose d'inattendu. « J'ai un ami qui travaille dans une association d'aide aux victimes de violences familiales. Ils ont parfois des contacts avec des propriétaires compréhensifs. Je peux lui en parler si tu veux. » Camille le regarda, surprise qu'il la tutoie pour la première fois. Elle hocha la tête sans hésiter. « Oui, s'il te plaît. » 2 jours plus tard, Jean lui envoya un message avec une adresse et un horaire. Camille se rendit à l'association, un local modeste dans un quartier populaire, et elle fut reçue par une femme d'une 50aine d'années qui s'appelait Claire. Claire l'écouta raconter son histoire sans l'interrompre, puis elle lui tendit un mouchoir quand Camille se mit à pleurer malgré elle. « Vous n'êtes pas seule, Camille. Beaucoup de femmes passent par là. Nous allons vous aider. » Claire lui donna les coordonnées d'un propriétaire qui louait un petit appartement dans un immeuble vieillot mais propre. Le loyer était abordable et l'homme acceptait les dossiers fragiles. Camille visita le lendemain, et quand elle vit les 2 chambres minuscules, la cuisine étroite et le salon qui sentait le renfermer, elle sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Ce n'était pas grand, ce n'était pas neuf, mais c'était à elle. « Je le prends », dit-elle sans hésiter. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années, lui sourit gentiment. « Bienvenue chez vous. » Le déménagement fut rapide, car Camille ne possédait presque rien. Nadia l'aida à transporter les cartons, et Jean arriva avec quelques meubles qu'il avait récupérés chez des amis. Une petite table, 2 chaises dépareillées, et un canapé usé, mais confortable. Lucas découvrit sa chambre avec des yeux émerveillés, et pour la première fois depuis des semaines, il sourit vraiment. « C'est ici qu'on va vivre, maman ?»« Oui, mon chéri, c'est ici. » Camille s'assit sur le canapé et regarda autour d'elle. L'appartement était modeste et presque vide. Pourtant, il représentait une victoire immense. Elle avait un toit, un lieu à elle, et loin de sa famille toxique. Pour la première fois depuis longtemps, elle respirait sans avoir l'impression d'étouffer. Jean resta pour l'aider à installer les meubles, et ils travaillèrent en silence, complices et efficaces. Quand tout fut terminé, Camille lui prépara un thé dans la petite cuisine, et ils s'assirent côte à côte sur le canapé. « Merci pour tout, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas à me remercier. » Il y eut un silence confortable, puis Jean ajouta doucement. « Tu sais, reconstruire sa vie après une famille toxique, c'est long et difficile. Il y a des jours où on doute et où on a envie de tout abandonner. Mais tu es plus forte que tu ne le crois. » Camille le regarda, et elle vit dans ses yeux une compréhension profonde, celle de quelqu'un qui avait traversé les mêmes épreuves. Elle se demanda comment il avait réussi à reconstruire et à devenir cet homme calme et généreux, malgré tout ce qu'il avait vécu. « Comment tu as fait pour ne pas détester tout le monde ?» demanda-t-elle. « Je ne déteste personne. Mais j'ai appris à poser des limites, à ne plus accepter l'inacceptable. » Lucas les rejoignit avec un dessin qu'il venait de faire. Une maison avec 3 fenêtres et un soleil jaune au-dessus. Il le tendit à Camille avec fierté. « C'est notre nouvelle maison, maman. » Camille prit le dessin et sentit les larmes monter. Jean posa doucement sa main sur son épaule et Lucas se blottit contre elle. Ils restèrent ainsi quelques instants en silence et Camille réalisa qu'elle n'était plus seule. Le lendemain, elle reçut un message de Mathieu. Il était bref et froid. « Maman veut te voir. Elle est à l'hôpital. Salle 204. » Camille fixa l'écran sans répondre avec le cœur battant. Camille obtint des heures supplémentaires à l'hôpital
et cela l'aida à respirer un peu financièrement. Lucas s'habituait à leur nouvel appartement et elle voyait qu'il reprenait des couleurs. Il riait plus souvent et jouait avec ses petites voitures dans le salon, puis le soir, il s'endormait paisiblement dans son lit au lieu de se recroqueviller sur un canapé trop étroit. Jean passait parfois après le travail en apportant du pain frais ou des gâteaux pour Lucas. Ils prenèrent le temps de discuter et Camille découvrait qu'elle aimait sa présence. Il ne posait jamais de questions indiscrètes, ne cherchait pas à la consoler avec des mots vides. Il était simplement là, solide et rassurant. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois dans la petite cuisine, Lucas posa la question que Camille redoutait. « Maman, est-ce que Jean pourrait être mon papa ?» Le silence tomba comme une pierre. Camille sentit son cœur s'accélérer tandis que Jean regardait Lucas avec une tendresse mêlée de surprise. Elle chercha ses mots, embarrassée, et finit par murmurer « Mon chéri, Jean est notre ami. C'est déjà beaucoup. » Lucas hocha la tête, déçu, et retourna à ses pattes. Jean croisa le regard de Camille, et elle y lut quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Plus tard, quand Lucas fut couché, Jean resta encore un peu, et ils parlèrent à voix basse dans le salon. « Il s'attache à toi, » dit Camille doucement. « Je m'attache aussi à lui, et à toi. » Camille baissa les yeux, incapable de répondre. Elle avait peur de ce qui se construisait entre eux, peur de tout gâcher, et peur de ne pas mériter ce bonheur fragile. Jean comprit son silence et ne la pressa pas. Il se leva, lui souhaita bonne nuit et partit sans rien ajouter. Les jours suivants furent paisibles et presque heureux. Camille commençait à croire qu'elle pouvait tourner la page et qu'elle avait enfin trouvé un équilibre. Puis, elle reçut une lettre recommandée. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes et lut les mots qui lui glacèrent le sang. Mise en demeure, diffamation, atteinte à la réputation et poursuite judiciaire. Ses parents la menaçaient de procès si elle ne retirait pas son témoignage public et ne présentait pas des excuses. Camille s'assit sur le canapé avec la lettre entre les mains et elle sentit la panique monter. Elle n'avait pas les moyens de payer un avocat. Elle ne savait même pas comment se défendre. Claire de l'association lui proposa un accompagnement juridique gratuit, mais l'angoisse restait là, lourde et persistante. Jean la trouva un soir en pleurs dans la cuisine. Il s'assit à côté d'elle sans un mot, prit la lettre et la lut attentivement avant de la reposer sur la table. « Ils essayent de te faire peur, Camille. C'est une tactique classique des familles toxiques. Mais tu n'as rien fait d'illégal. Tu as raconté ta vérité. Et si je perds? Et si on me condamne à payer des dommages? Je n'ai rien, Jean. Je n'ai rien. » Il prit sa main doucement, et elle sentit la chaleur de ses doigts contre les siens. « Tu ne perdras pas. Et tu n'es pas seule. » Camille voulut le croire, mais la peur ne la quittait pas. Elle dormait mal et faisait des cauchemars où elle voyait sa mère dans un tribunal en pointant un doigt accusateur. Lucas remarqua son anxiété et se fit plus silencieux, comme s'il portait aussi ce poids. Puis, une semaine plus tard, Mathieu l'appela. Sa voix était étrange et hésitante. « Camille, il faut que tu viennes. Maman est à l'hôpital. Elle a fait une tentative de suicide. » Camille sentit son souffle se couper. Elle ferma les yeux, et toute la culpabilité qu'elle avait essayé d'étouffer remonta d'un coup. « Qu'est-ce que tu racontes ? Elle a avalé des médicaments. Papa l'a trouvée à temps. Ils l'ont emmenée aux urgences. » Il y eut un long silence, puis Mathieu ajouta d'une voix dure. « Tu vois ce que tu as fait, Camille ? Tu vois ?» Elle raccrocha sans répondre avec les mains tremblantes. Jean, qui était là, la regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ? Ma mère a essayé de se suicider. » Elle prononça ces mots d'une voix blanche, comme si elle ne les comprenait pas elle-même. Jean s'approcha et la prit dans ses bras. Elle se laissa aller contre lui. Elle ne savait plus quoi penser ni quoi ressentir. Une partie d'elle voulait courir à l'hôpital et une autre voulait fuir encore plus loin. « Tu n'es pas responsable de ces actes, » murmura Jean. Mais Camille n'en était plus si sûre. Camille se rendit à l'hôpital le lendemain matin sans Lucas. Jean proposa de l'accompagner et elle accepta sans hésiter. Il attendrait dans le hall pendant qu'elle monterait seule. Dans l'ascenseur, elle sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. La chambre 204 était au bout du couloir. Camille s'arrêta devant la porte
et prit une longue inspiration avant d'entrer. Sa mère était allongée dans le lit, avec le visage pâle et les yeux cernés. Son père Michel se tenait debout près de la fenêtre, et Mathieu était assis dans un fauteuil avec les bras croisés. Françoise tourna la tête vers elle. Pendant un instant, Camille crut voir de la tristesse dans ses yeux. Mais sa mère parla, et tout s'effondra. « Tu es venue. Enfin. Comment tu vas ?» demanda Camille d'une voix neutre. « Comment je vais ? Comment tu crois que je vais après ce que tu m'as fait ?» Camille serra les poings. Elle aurait dû s'y attendre. Sa mère ne changerait jamais. « Ce que je t'ai fait ?» répéta-t-elle lentement. « Maman, tu as lancé une assiette sur Lucas. C'était un accident. Et toi, tu nous as détruits. Toute la ville parle de nous maintenant. Les voisins nous évitent et ton père n'ose plus sortir. Tout ça à cause de ton égoïsme. » Michel intervint d'une voix fatiguée. « Camille, ta mère est fragile. Si tu retirais ce message et si tu présentais des excuses, on pourrait peut-être arranger les choses. »« Arranger les choses ?» murmura Camille en les regardant tous les trois. « Vous voulez que je m'excuse ?» Mathieu se leva brusquement. « Évidemment, tu as détruit notre famille avec tes mensonges. »« Mes mensonges ?» La voix de Camille monta malgré elle. « J'avais 8 ans quand maman m'a dit que j'étais une erreur. J'en avais 12 quand elle m'a comparée à la fille des voisins en disant que j'étais médiocre. J'en avais 15 quand elle m'a répété que personne ne m'aimerait jamais. Où sont les mensonges, Mathieu ?» Françoise se redressa dans le lit avec les yeux brillants de colère. « J'essayais de t'éduquer, de te rendre meilleure. Mais tu as toujours été ingrate et hypersensible. » Camille sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Elle regarda sa mère, puis son père, puis son frère, et elle comprit qu'ils ne changeraient jamais. Ils ne reconnaîtraient jamais ce qu'ils avaient de fait. Pour eux, elle serait toujours le problème, jamais eux. « Je ne suis pas venue pour me justifier, » dit-elle d'une voix calme et froide. « Je suis venue pour vous dire que je ne vous dois plus rien. Vous étiez mes parents, et vous avez choisi de me détruire. Moi, j'ai choisi de survivre. » Elle se tourna vers la porte puis s'arrêta et les regarda une dernière fois. « Je ne retirerai pas mon témoignage. Je ne présenterai pas d'excuses. Et je ne reviendrai plus. »« Camille !» hurla Françoise. « Si tu pars maintenant, tu n'es plus ma fille. » Camille sourit tristement. « Je n'ai jamais vraiment été ta fille, maman. » Elle sortit et referma la porte derrière elle. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur et les larmes qu'elle avait retenues depuis le début se mirent à couler. Elle pleura longtemps, recroquevillée contre le mur froid, et ce furent des larmes de libération. Quand elle descendit au hall, Jean se leva immédiatement. Il la regarda et comprit sans qu'elle ait besoin de parler. Il la prit dans ses bras et elle s'effondra contre lui en sanglotant. Il ne dit rien. Il la tint simplement serrée contre lui pendant qu'elle laissait sortir toute la douleur accumulée. « C'est fini », murmura-t-elle entre deux sanglots. « C'est vraiment fini. »« Oui », dit Jean doucement, « c'est fini. » Ils restèrent ainsi longtemps dans le hall de l'hôpital, et Camille sentit qu'un chapitre de sa vie venait de se refermer. Elle avait affronté sa famille, et elle était sortie libre. Les mois passèrent, et l'hiver céda sa place au printemps. Camille sentait qu'elle renaissait lentement, comme un arbre qui retrouve ses feuilles après une longue saison froide. Elle travaillait avec plus de légèreté et rentrait chez elle avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Son appartement modeste était devenu un vrai foyer où Lucas grandissait en sécurité. Jean était devenu une présence constante dans leur vie. Il passait 3 ou 4 fois par semaine, parfois avec des courses, parfois simplement pour dîner avec eux. Il aidait Lucas à faire ses devoirs et jouait aux cartes avec lui le dimanche après-midi. Camille le regardait avec son fils et elle voyait la patience qu'il avait, la douceur de ses gestes et la manière dont Lucas s'illuminait en sa présence. Un soir, alors qu'ils préparèrent le dîner ensemble pendant que Lucas dessinait dans sa chambre, Jean posa doucement sa main sur celle de Camille. « Je voudrais te parler de quelque chose, » dit-il. Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle savait ce qui allait venir et elle avait peur. « Je sais que c'est peut-être trop tôt, » continua Jean. « Je sais que tu as besoin de temps pour guérir. Mais je voulais que tu saches que je suis là et que je ne partirai pas. » Camille le regarda dans les yeux. « Jean, j'ai peur. J'ai peur de tout gâcher.
J'ai peur de ne pas savoir aimer correctement. Tu aimes déjà correctement, murmura-t-il. Tu aimes Lucas avec toute ta force. Et moi, je t'aime tel que tu es avec tes peurs et tes blessures. Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Et si je ne suis pas capable de te rendre heureux? Jean sourit doucement. Tu me rends déjà heureux. Chaque jour. Il l'embrassa alors, un baiser lent et tendre, et Camille sentit quelque chose se dénouer en elle. Elle avait passé toute sa vie à croire qu'elle ne méritait pas d'être aimée, et voilà qu'un homme bon et patient lui offrait exactement ce qu'elle avait toujours espéré sans oser le demander. « Maman !» cria Lucas depuis sa chambre. « Jean, venez voir mon dessin !» Ils se séparèrent en riant et allèrent rejoindre Lucas, qui leur montra fièrement un dessin représentant 3 personnages devant une maison. Une femme, un homme et un enfant. « C'est nous », dit-il simplement. Camille regarda le dessin puis regarda Jean. Elle vit dans ses yeux la même émotion qu'elle ressentait. Lucas les avait déjà adoptés comme une famille. Quelques semaines plus tard, Jean proposa qu'ils emménagent ensemble. Il avait un appartement plus grand avec 3 chambres dans un quartier calme. Camille hésita longtemps. Elle avait peur de perdre son indépendance fraîchement acquise. Peur de se retrouver dans une situation où elle dépendrait de quelqu'un d'autre. Mais Lucas trancha pour elle. « Maman, Jean nous aime vraiment. Et moi je veux qu'il soit avec nous tout le temps. » Camille regarda son fils, et elle comprit qu'elle ne pouvait pas laisser ses peurs gâcher cette chance de bonheur. Elle accepta, et ils emménagèrent 1 mois plus tard. L'appartement de Jean était lumineux, avec de grandes fenêtres qui donnaient sur un petit parc. Lucas eut une vraie chambre avec un bureau pour faire ses devoirs, et Camille découvrit qu'elle aimait se réveiller à côté de Jean chaque matin. Il ne la bousculait jamais, ne lui imposait rien, et respectait ses silences quand elle en avait besoin. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les 3, Lucas posa sa fourchette et dit solennellement « Jean, est-ce que tu peux être mon papa maintenant ?» Jean regarda Camille, qui hocha la tête doucement avec les larmes aux yeux. Il se tourna vers Lucas et répondit « Ce serait un honneur pour moi, Lucas. » Lucas sauta de sa chaise et vint se blottir contre Jean. Camille les regarda, et elle réalisa qu'elle avait enfin ce qu'elle avait toujours cherché. Une famille fondée sur l'amour et le respect, pas sur la peur et la manipulation. Elle avait survécu à sa famille toxique. Elle avait reconstruit sa vie pierre par pierre. Et maintenant, elle avait trouvé un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était, avec toutes ses fissures et toutes ses cicatrices. Ce soir-là, quand Lucas fut couché, Jean la prit dans ses bras et murmura « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » Camille sourit contre son épaule. « Je suis juste une femme qui a appris à dire non. Non, tu es bien plus que ça. Tu es une survivante. » Et pour la première fois de sa vie, Camille accepta ce compliment sans le rejeter. Elle était une survivante. Elle avait traversé l'enfer et elle en était sortie plus forte. Elle était libre. 1 an avait passé depuis le réveillon catastrophique. Camille célébrait maintenant son anniversaire de rupture avec sa famille comme une victoire silencieuse. Elle avait obtenu une promotion à l'hôpital et travaillait désormais en gériatrie, un service qu'elle adorait. Lucas s'épanouissait à l'école et appelait Jean papa sans hésiter. Leur vie était simple et paisible, exactement ce dont elle avait toujours rêvé. Puis un matin, elle reçut un message inattendu de Mathieu. « Camille, il faut qu'on se parle. Juste toi et moi, s'il te plaît. » Elle fixa l'écran longuement avant de répondre. Une partie d'elle voulait ignorer ce message, mais une autre était curieuse. Elle en parla à Jean qui lui dit simplement « C'est ton choix, mais je viens avec toi si tu acceptes. » Camille finit par accepter, et ils se retrouvèrent dans un café neutre, loin du quartier de ses parents. Mathieu arriva avec 10 minutes de retard, et Camille remarqua immédiatement qu'il avait changé. Il semblait plus maigre et plus fatigué avec des cernes sous les yeux. « Merci d'être venu », dit-il en s'asseyant. Jean resta en retrait, mais visible, une présence rassurante que Camille appréciait. Mathieu le regarda brièvement, puis se concentra sur sa sœur. « Je voulais te parler depuis longtemps. Je voulais te dire que j'avais réfléchi à tout ce qui s'est passé. »« Réfléchi ?» répéta Camille d'une voix neutre. « Oui, j'ai compris certaines choses. » Il prit une longue inspiration. « Après ton départ, papa et maman se sont retournés contre moi. Au début, c'était petit. Des remarques sur mon travail, sur mes choix de vie. Puis, ça a empiré.
Maman me critiquait sans arrêt, et papa ne me regardait plus. J'ai essayé de leur dire qu'ils avaient été injustes avec toi, et ils m'ont jeté dehors. » Camille le regarda sans rien dire. Elle ne ressentait ni satisfaction ni compassion, juste une sorte de vide. « Je me suis retrouvée seule, » continua Mathieu. « Et j'ai commencé à comprendre ce que tu avais vécu pendant toutes ces années. J'ai compris que j'avais été complice de leur violence. Je riais quand maman t'humiliait. Je te méprisais parce que te méprisais. » Il se tut et baissa les yeux. Camille attendit qu'il continue. « Je suis désolée, Camille. Vraiment désolée. Je sais que ça ne change rien, mais je voulais que tu le saches. » Camille prit une gorgée de café et réfléchit longuement avant de répondre. « Tu as raison, ça ne change rien. Les excuses n'effacent pas les années où tu as participé à ma destruction. Je sais, mais je comprends que tu aies vu la vérité. C'est déjà beaucoup. » Mathieu leva les yeux vers elle avec un mélange d'espoir et de tristesse. « Est-ce qu'on pourrait reconstruire quelque chose ? Pas tout de suite. Juste avec le temps. » Camille réfléchit. Elle regarda Jean qui lui fit un petit signe de tête. C'était son choix, et il le respecterait. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « Il faudra du temps, beaucoup de temps. Et je ne promets rien. Je comprends. Si tu veux qu'on se revoie un jour, il faudra que tu respectes mes règles. Je ne veux plus jamais entendre parler de maman et papa. Je ne veux pas de tentative de réconciliation. Ils ont fait leur choix, et j'ai fait les miens. D'accord. Et il faudra que tu prouves par tes actes que tu as vraiment changé. Les mots, c'est facile. Les actes, c'est autre chose. » Mathieu hocha la tête. « Je ferai ce qu'il faut. » Ils se quittèrent sans effusion, et Camille rentra chez elle avec un sentiment étrange. Elle n'avait pas pardonné à son frère, mais elle lui avait ouvert une toute petite porte. Le temps dirait si Mathieu était capable de la franchir. Le soir même, elle reçut un message d'une inconnue sur les réseaux sociaux. « Bonjour Camille, je m'appelle Sophie. J'ai 22 ans et j'ai lu votre témoignage il y a 1 an. Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de quitter ma famille toxique. Je voulais vous dire merci. Vous m'avez sauvée. » Camille lut le message plusieurs fois avec les larmes aux yeux. Elle ne s'était jamais considérée comme une héroïne ou un modèle. Elle avait simplement survécu. Mais savoir que son histoire avait aidé quelqu'un d'autre lui donna un sentiment de paix profonde. Elle montra le message à Jean qui sourit doucement. « Tu vois, ta souffrance n'a pas été vaine. Tu as transformé ta douleur en force pour d'autres. » Camille se blottit contre lui et regarda Lucas qui dormait paisiblement dans sa chambre. Elle avait traversé l'enfer et elle en était sortie victorieuse. Elle avait perdu une famille toxique, mais elle en avait construit une nouvelle, fondée sur l'amour véritable. Elle était enfin en paix avec elle-même. Le 31 décembre arriva plus vite que Camille ne l'avait imaginé. 1 an exactement après cette nuit terrible où tout avait basculé. Elle se réveilla ce matin-là avec une étrange sensation de légèreté, comme si un poids invisible venait de se détacher de ses épaules. Jean préparait le petit déjeuner dans la cuisine et Lucas était déjà levé, excité par la perspective de la soirée qu'ils avaient prévue. « Maman, on va vraiment faire notre propre réveillon ? Juste nous ? » « Oui, mon chéri. Juste nous et quelques amis. » Camille avait invité Nadia qui l'avait hébergée dans les moments les plus sombres. Claire de l'association qui l'avait aidée à trouver un toit et 2 collègues de l'hôpital avec qui elle s'était liée d'amitié. Rien de grandiose, rien de luxueux, juste des gens bienveillants qui avaient été là quand elle en avait besoin. L'après-midi fut consacré aux préparatifs. Jean cuisinait pendant que Lucas décorait le salon avec des guirlandes et des ballons. Camille mettait la table, et elle réalisait à quel point ce moment était différent du réveillon de l'année précédente. Pas de tension dans l'air, pas de peur au ventre, pas de regard méprisant. Juste de la chaleur et de la simplicité. « Tu te souviens de ce réveillon l'année dernière ?» demanda Jean doucement en s'approchant d'elle. « Comment l'oublier ?» répondit Camille en souriant tristement. « L'assiette, les cris, la fuite dans la nuit. Et regarde où tu en es aujourd'hui. » Camille regarda autour d'elle. Leur appartement modeste mais chaleureux. Lucas qui riait en accrochant des décorations. Jean qui la regardait avec tendresse. Elle avait tout perdu cette nuit-là. Sa famille, ses illusions et ses derniers espoirs de réconciliation. Mais en perdant tout ça, elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Sa liberté. Les invités arrivèrent en début de soirée. Nadia apporta une tarte aux pommes
et serra Camille dans ses bras. « Tu as l'air heureuse, » murmura-t-elle. « Vraiment heureuse. » Claire arriva avec un bouquet de fleurs, et Lucas lui fit immédiatement visiter sa chambre. Les collègues de Camille amenèrent du champagne, et l'ambiance devint vite joyeuse et détendue. Le dîner fut simple, mais délicieux. Ils parlèrent de tout et de rien, rirent aux blagues de Lucas et trinquèrent plusieurs fois. Camille regardait ces visages autour de la table, et elle comprenait enfin ce qu'était une vraie famille. Pas des liens de sang obligatoires, mais des personnes choisies qui vous aimaient pour ce que vous étiez. Vers 23 heures, Nadia leva son verre et dit solennellement « Je voudrais porter un toast à Camille. Il y a 1 an, tu étais brisée et perdue. Aujourd'hui, tu es debout et rayonnante. Tu es un exemple de courage pour nous tous. » Camille sentit les larmes monter, mais elle sourit. « Je ne suis pas courageuse. J'ai juste appris à me respecter. » « C'est exactement ça, le courage, » répondit Claire. À minuit, ils sortirent sur le balcon pour regarder les feux d'artifice. Lucas était entre Camille et Jean, et ils formaient une petite chaîne humaine en se tenant par la main. Les explosions colorées illuminaient le ciel, et Camille repensa à cette nuit d'il y a 1 an, au froid glacial de la voiture, à la peur qui lui serrait le ventre et à l'incertitude totale de l'avenir. Elle regarda Lucas qui levait les yeux vers le ciel avec émerveillement. Elle regarda Jean qui lui sourit tendrement. Elle regarda Nadia et Claire qui trinquaient sur le balcon. Et elle se dit que tout ce chemin parcouru en valait la peine. « Maman, » dit Lucas en la tirant par la manche, « c'est la meilleure année de ma vie. » Camille se pencha et l'embrassa sur le front. « Pour moi aussi, mon chéri. Pour moi aussi. » Quand les invités furent partis et que Lucas fut endormi, Camille et Jean restèrent assis sur le canapé dans le silence confortable de la nuit. Jean passa son bras autour de ses épaules, et elle se blottit contre lui. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit-elle doucement. « Il y a 1 an, j'aurais tout donné pour que ma famille m'accepte. Aujourd'hui, je réalise que je n'ai plus besoin de leur acceptation. Parce que tu t'acceptes toi-même maintenant. » « Oui, et c'est la seule acceptation qui compte vraiment. » Jean l'embrassa tendrement. « Je suis fière de toi. » Camille sourit dans l'obscurité. Elle repensa à cette femme terrorisée qui était sortie en courant de chez ses parents 1 an plus tôt. Cette femme qui tremblait dans sa voiture sans savoir où aller. Cette femme qui avait tout perdu en une seule nuit. Cette femme-là n'existait plus. À sa place, il y avait une femme qui avait reconstruit sa vie pierre par pierre. Une femme qui avait appris à poser des limites et à se respecter. Une femme qui avait trouvé l'amour véritable et qui élevait son fils dans la bienveillance plutôt que dans la peur. Une femme libre. Camille ferma les yeux et pensa à toutes les personnes qui vivaient encore dans des familles toxiques, qui subissaient chaque jour les humiliations et les violences psychologiques en croyant qu'elles n'avaient pas le choix. Elle leur aurait dit « Vous avez le choix. Toujours. Le chemin sera difficile et vous aurez peur, mais au bout de ce chemin, il y a la liberté. Et rien au monde ne vaut plus que votre liberté. Bonne année, murmura Jean contre ses cheveux. Bonne année, répondit Camille. Et dans son cœur, elle ajouta silencieusement « Je suis enfin libre. Je suis enfin chez moi. Je suis enfin moi. »
Okay, story posted. Hi guys! We're gonna play some games. I actually invited Kelly to play some games with me, but I don't think she'll want to play with me, honestly. She never plays with me, so it's over for me, chat. We will be playing some Clone Hero though, because I haven't played this game in millenniums, so we will be tapping back in. I have these. I just pulled that out of my back pocket. Yeah, we're gonna be playing Gaia.